sur le télé, tout ça, ils me disent de regarder là, Ouais. d'habitude. Plus que nous, je pense. Ouais. On- Yeah. Do you want me to record the audio or something? If you want, just the audio, if you have a backup, yeah. On peut commencer? Pour commencer. Ok. Alors, bon, on va, juste pour expliquer le format, encore une fois, là on va poser beaucoup de questions, on va parler dans une conversation fluide, tout ne sera pas repris, donc c'est pas grave s'il y a des coupures, des machins. Pas de On problème. parle de On manière parle. à l'aise. Donc on peut commencer peut-être si tu peux nous expliquer un peu ton parcours et surtout insister sur ton expérience au JO 2024. Bah, bonjour, moi je m'appelle Slimane Tirera, j'ai 38 ans. Je suis un pur produit de la Seine-Saint-Denis, c'est mon territoire. Donc j'ai grandi, vécu, bossé, je travaille toujours. Les locaux là que vous êtes, on est à Rosny-sous-Bois. Donc je suis un habitant d'Épinay-sur-Seine, c'est la banlieue ouest de la région parisienne. Donc comment j'ai atterri tout d'abord, moi j'ai un master 2 en droit et sciences politiques dans la conduite et l'évaluation de politique publique. Donc c'est par là que ça commence à Villetaneuse Paris 13. Puis j'ai bossé pour des élus, des femmes et des hommes politiques. Après j'ai fait 10 ans dans les ONG antiracistes comme SOS Racisme, La Maison des Potes. Donc j'en ai écrit un livre, je suis auteur aussi, essayiste, sur les sujets d'égalité, de valeurs républicaines, les valeurs de la France en général. Puis j'ai été juste à côté de Rosny, c'est Clichy-sous-Bois, là où il y a eu les révoltes citoyennes, des jeunes qui sont morts dans un transformateur EDF, où j'étais ingénieur social, où on s'occupait du cadre de vie, de la propreté, de la mémoire, des transports et un certain nombre de questions liées au territoire, qui est l'un des territoires les plus jeunes mais les plus pauvres. Puis j'ai été contacté par le comité d'organisation en 2018 pour prendre la responsabilité de l'engagement citoyen au pôle au JO à Paris 2024. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a été créé en juin 2018. Donc quelques mois après, il y a des personnes qui ont été recrutées. Et moi j'ai fait partie de l'une des premières vagues de recrutement de Paris 24. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin de constituer une équipe qui va permettre de créer le lien, cet engagement entre le comité d'organisation et les forces citoyennes, c'est-à-dire les associations, les ONG, les entreprises, les ESS, qu'on appelle aussi les entreprises d'économie sociale et solidaire, un peu comme le professeur Younous, avec qui on a beaucoup travaillé pour la stratégie d'économie sociale et solidaire. Donc les entreprises du territoire, notamment la Seine-Saint-Denis, les petites entreprises, donc mettre en branle tout ça, c'est-à-dire que faire en sorte que l'ensemble des acteurs citoyens puissent se sentir appartenir au jeu. Et ça c'était ma première tâche pendant 4 ans, puisque j'ai été au pôle Impact Héritage, donc on avait un fonds de dotation donc, qui permet de financer les associations sportives ou à caractère sportif, donc ils faisaient des consortiums soit au niveau local, ville, département, région ou nation. Et nous, la France, il y a l'outre-mer, c'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont sur les 4 continents, les 4 mers, on va dire, ou les 5 mers, on va dire ça comme ça. On était un peu sur tous les océans, on est partout, et il fallait aussi qu'ils participent. Et puis après, on avait aussi Génération 2024 pour préparer la génération qui sont à l'école pour faire des programmes autour du sport, de les engager, faire du sport à l'école, donc de la maternelle à l'université. Donc, et aussi, je m'occupais des problèmes d'engagement comme le civic engagement, mais c'est genre du service civique. Donc, c'est des missions de 6 mois où on fait des actions d'intérêt général autour du sport, mais pas que, du sport à impact social, sociétal, éducatif, aider les plus démunis, les femmes victimes de violences, les réfugiés, etc. etc. Donc je m'occupais de ce programme-là. Et du coup, il y avait plein d'items, mais toujours le sport avec un impact sociétal sur la société, sur les gens et sur leur qualité de vie pour qu'ils puissent faire ça.
Et du coup, tout ce travail, toute cette dimension mobilisation citoyenne, est-ce que vous diriez que c'est une innovation Paris 2024 ou est-ce que c'est des choses qui se sont retrouvées sous différentes formes avant dans les précédents jeux, à Londres par exemple, je ne sais. Bien sûr, nous on s'inspire des autres comités d'organisation. Par exemple, à Vancouver, ils avaient ce type de choses. Ils avaient un fonds de dotation, ils ont créé un fonds de dotation, un héritage derrière, parce que moi je suis du pôle Impact Héritage. À Séoul, grâce aux Jeux Olympiques, ils ont pu créer le ministère des Sports, grâce aux Jeux, qui était un pendant du fonds de dotation de Séoul. Pareil pour Londres, qui était en pointe sur les Jeux paralympiques, parce que dans le pôle où j'étais, on soutenait des projets autour du handicap et du sport. Donc ça a permis de dévoiler qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui peuvent faire du sport, la promotion du sport. Donc on finançait ce type de projet avec le fonds de dotation Impact 2024. Donc ça a permis de dévoiler des choses. Mais ce qui fait la particularité de Paris 2024, c'est qu'on a mis en branle le pays. C'est-à-dire que c'est vrai que Paris 2024, c'était Paris, la Seine-Saint-Denis qui est en haut, Marseille qui est en bas, et l'outre-mer, et puis quelques territoires, les stades. Et pour engager ça, c'est pour ça que la dernière année des Jeux, j'ai été au pôle engagement et je me suis occupé de l'engagement des territoires. Donc comment faire en sorte que les territoires, même ceux qui ne sont pas touchés par les Jeux, puissent avoir les Jeux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un label Terre de Jeux 2024. Donc il fallait avoir certains critères, et du coup, qui est toujours du sport. Et dans ces territoires Terre de Jeux, il y avait des fan zones où on pouvait regarder de manière gratuite, publique, en plein air, les épreuves des Jeux Olympiques. Et ça a permis, toutes ces années de travail, ça a permis de préparer la population à ce qu'il y ait des fan zones, à ce qu'il y ait aussi, on a créé une billetterie solidaire, c'est-à-dire que les excédents de billets qui étaient payés par tout à chacun, on pouvait donner un petit peu d'argent pour payer la billetterie qui a été gérée par le Secours Populaire, une grande organisation humanitaire qui fait en sorte que les plus pauvres puissent bénéficier de vacances ou de choses comme ça. Et aussi, on a une billetterie territoriale, donc dans les territoires, ils avaient droit à un accès privilégié à la billetterie, c'est la billetterie territoriale, et du coup ils ont pu, même des territoires qui n'avaient pas les Jeux, faire venir en car ou en train ou en avion, même d'outre-mer, de pouvoir avoir accès aux épreuves sportives en France métropolitaine. Donc on a mis en place tout ça, et vous voyez 2018 et jusqu'en 2024, on n'a fait que travailler pour engager les gens. Donc c'est ça l'engagement citoyen, l'engagement territorial. Et j'étais sur deux pôles très importants. Il faut savoir qu'il y a un triptyque qui est révolutionnaire, c'est notre vision, c'était la célébration, c'était l'héritage immatériel et matériel, et l'engagement tout court. Donc on avait ce triptyque-là, et c'est autour de cette vision-là qu'on a modelé, et c'est une innovation de Paris 24 par exemple. Et du coup, c'est super parce que ces exemples concrets, ça me permet aussi de faire le pont directement avec l'Inde qui candidate pour être pays hôte des prochains Jeux Olympiques. Pour un pays qui répond à d'autres challenges, un pays très vaste, avec des disparités importantes et d'autres enjeux, quels conseils vous donneriez pour que l'Inde puisse aussi travailler sur ce pôle, ce volet important qu'est la mobilisation? Vous avez parlé justement de l'importance de la durée, d'anticiper. On est passé de 2018 à 2024, donc j'imagine que ça c'est une première réponse, mais si vous pouvez développer. Déjà, votre travail qui est... Ouais, tu peux. Ouais, le temps que ça passe. Attends, ça va passer. J'allais le faire mieux. Je pense que c'est bon. Du coup, pour l'Inde, c'est comme pour la France. Nous, déjà, l'archétype, c'est l'architecture de la France. C'est-à-dire, on a joué sur nous, la beauté de la France, et l'Inde est un beau pays. Donc, il y a, même pour les sites d'un jeu, déjà, les sites de compétition, on a fait avec l'existant. On a créé que deux équipements qui sont maintenant utilisés. L'un qui va accueillir des habitants très prochainement
et l'autre où il y a déjà des habitants qui sont allés nager au centre aquatique. Donc on a fait avec l'existant. Et on a augmenté l'existant. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, on allait taper dans tous les ministères et on a dit, et nos sponsors, et on leur a dit, venez financer ces futures installations qui vont servir aux athlètes, aux délégations et aux populations après. Donc ça, les sponsors et l'État a joué le jeu. Déjà, la mobilisation, elle est importante avant même qu'il y ait une constitution du comité d'organisation. Donc le travail que vous faites là aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait avant. Peut-être vous, c'est plus élaboré que nous. Nous, on faisait des comités thématiques, sport et société, engagement, culture, etc. Et on mettait ensemble des acteurs de tout type dans des commissions et on faisait des propositions pour la candidature pour le CIO. Donc du coup, il y a plein de propositions, on avait plus d'une centaine de milliers de doléances de toute la France dans une plateforme d'engagement de participation citoyenne. Donc, et il y avait sur chaque item des propositions qui venaient de toute la France. Associations, citoyens, corps économiques, etc., etc. Et après ils ont fait une synthèse et l'ont remis avec tout ce qu'il faut pour répondre à la candidature. Une fois qu'il y a la candidature, une fois qu'on est passé, qu'on a fait le travail politique, parce qu'en fait ce qui a marché c'est que on a fait une pré-campagne et une campagne pour être candidat. On a joué sur les richesses de la France. On n'a pas menti. Peut-être contrairement aux dernières fois où on s'est dit, avec l'image de la France, on allait gagner. C'est pas passé. Là, on n'a pas menti. On a dit, il y a des problèmes en France, structurels. Les jeunes de la Seine-Saint-Denis, d'autres viennent d'autres territoires. On a des quartiers qui sont aussi pauvres qu'en Inde. On a des difficultés de circulation comme l'Inde. En fait, on ne veut pas mieux que l'Inde, en fait. On a juste dit que grâce au jeu, on peut accélérer le développement de Paris et des ensembles. Donc c'est ce qu'on a fait et ils ont bien apprécié parce qu'en fait, le comité d'organisation, c'est un accélérateur de développement des transports territoriaux, de plein de choses. Donc on a accentué, on s'est dit, il y a des problèmes à Paris, en Seine-Saint-Denis, à Marseille, ailleurs. Et le fait qu'il y ait des compétitions, ça va permettre au pouvoir public d'accélérer et de financer des projets qu'ils auraient mis 30 ans à se mettre en œuvre. Donc ça, il faut souligner ça dans les cahiers d'impact, même si c'est prévisionnel, de se dire ça va accélérer le développement. L'Inde comme la France, c'est pareil. Quel que soit le territoire, on a tous nos pauvres, nos richesses, nos forces et faiblesses, et on n'a pas menti. Ça, c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, c'est d'avoir, dans tout pays, on a des champions qui vont permettre de financer des projets. Les sponsors indiens, on sait qu'en Inde, il y a des entreprises colossales qui peuvent contribuer à l'effort national. Donc c'est jouer aussi sur les champions nationaux et l'argent n'est pas un tabou, ça permet de financer un fonds de dotation, de financer les salaires de ceux qui sont du comité d'organisation. Il faut savoir que 97% des comités d'organisation sont financés par le privé, 3% pour les Jeux paralympiques. Donc, et ça c'est le public. Donc c'est l'effort de guerre, il est privé plutôt que après peut-être l'Inde ça va être différent, je sais pas c'est quoi le niveau de structure, mais c'est ceux qui font, c'est ceux qui sont là-bas. Troisièmement, l'engagement territorial de là où ça va se passer les Jeux. C'est-à-dire qu'il faut que, comme c'est un gouvernement fédéral, pas comme chez nous, c'est-à-dire il faut que l'engagement du Premier ministre qui doit se prolonger dans la région où ça va se passer. C'est-à-dire que sans engagement fort de l'État central, c'est compliqué que le gouvernement fédéral puisse abonder plus que ce qu'il faut. C'est un effort national, c'est pas que les Jeux de la région en particulier, c'était pas que les Jeux de Saint-Denis, les Jeux de Tahiti, les Jeux de Marseille, de Lille, c'était les Jeux de la France et de son rayonnement. L'Inde est un beau pays, une belle histoire, une belle culture, deux belles cultures,
un pays depuis 1 milliard d'habitants, nous on est 60 millions, on arrive à faire ça. Alors l'Inde a plus d'1 milliard. Avec la richesse du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils peuvent faire peut-être beaucoup mieux, on ne sait pas. Un des challenges, c'est que personne ne soit mis sur le bord de la route, entre guillemets. Et c'est vrai que ça a été, je pense, une des réussites en France, c'est d'avoir réussi à embarquer tout le monde. Voilà, est-ce que tu dirais, peut-être pour revenir du coup à la France, qu'il y a avec ton retour d'expérience, on est maintenant fin 2025, est-ce qu'il y a des pièges ou des travers à éviter, ou est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Voilà, tout ça en ayant en tête l'expérience indienne à venir, si tu as des conseils. Déjà, il faut privilégier la diaspora indienne, qui est l'une des plus belles diasporas, on va dire, parce que vous êtes partout. Vous avez des métiers incroyables. Il faut faire appel à cette diaspora. Nous, il y a beaucoup de Français qui sont à l'étranger, qui ont bossé au comité d'organisation ou ailleurs. Donc il faut faire appel à la diaspora, aux entreprises, soit indiennes ou soit tenues par des Indiens de l'étranger, de la diaspora, pour pouvoir valoriser la culture indienne, que ce soit ici, mais quand on aura la diaspora indienne qui va regarder les Jeux à Paris, ça va être, nous on va se souvenir, au beau souvenir de Paris 2024. Et puis c'est un moment où des communes vont pouvoir se jumeler, ou des communes déjà jumelées avec l'Inde vont pouvoir faire des choses. C'est ce qu'on fait là, il n'y a plus Paris 24, mais là on est en lien avec Brisbane, on est en lien avec Dakar 2026, on est en lien avec Milano 2026, on est en lien avec Los Angeles 28, pardon. Donc on est en lien avec d'autres comités d'organisation, et il y a encore des voyages et des échanges avec de futurs comités d'organisation. Donc en fait il y a des liens qui vont se faire avec les diasporas et les endroits où résident les Indiens à l'étranger. Donc c'est ça qui participe à la dynamique et au volant culturel, au soft power que doit avoir l'Inde. Et c'est ça, ça sert à ça la force du sport, c'est de démontrer une belle image de la société indienne. Deux, de dire, bah, vous voyez ce qu'on vous dit de l'Inde, c'est pas forcément vrai comme nous. Alors c'est la grève, il y a des blocages, ils vont jamais réussir, ça va jamais se passer à l'heure, ceci, cela. Bon, en fait, on a déjoué tous les pronostics. En fait, s'il y a un conseil que je dois avoir, c'est de s'appuyer sur les forces locales, recruter local, c'est-à-dire dans un premier temps recruter indien. Deuxièmement, faire appel à la diaspora et aux forces économiques de la diaspora et de l'intérieur. Ils ont suffisamment de gens pour faire ça. Et après faire appel à l'extérieur normal, parce que c'est sous couvert du CIO. Donc c'est vraiment de voir quelle image on veut donner au monde. Et vous encore plus, l'Inde, quelle image cet État qui va organiser les Jeux veut donner au reste des autres États indiens. Donc il y a un récit national à avoir. Je crois que vous êtes fort pour ça. Pour le coup, le Premier ministre que vous avez est très fort en récit. Donc je pense que ça ne devrait pas être trop difficile d'avoir un récit autour du sport. Et le sport est vecteur de cohésion. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de classe sociale. Et du coup, ça permet de brasser tout le monde, du plus pauvre au plus riche, le temps des Jeux. Et après, il y a la trêve olympique, comme on dit. Quel que soit le pays où il y a une trêve olympique, et après la trêve olympique, la vie continue, comme nous. C'est-à-dire que pendant 2 mois et demi, tout le monde voit les performances des athlètes, et puis vous, ça va être les athlètes indiens que vous allez voir. Nous, c'était les athlètes français, parce qu'après, à la fin du fin, ce qu'on veut voir, c'est des médailles. C'est ça. Et après, c'est juste avoir confiance en sa société, avoir confiance en ses forces économiques, avoir confiance en soi-même, parce que quand on a confiance en nous-mêmes, et nous les Français on est très forts on nous dit arrogant, mais on essaie de faire le mieux qu'on peut, et on a fait le mieux qu'on peut. J'ai pas de critique, parce qu'on a eu un bon chef de bord qui est Tony Estanguet, et Tony Estanguet, c'était un capitaine, un président, qui a pensé à chacun, et qui a fait les choses de manière sereine et véritable.
le fait de mettre un président sportif, c'est mieux. Et ouais, du coup, tu vois pas de choses que vous auriez fait peut-être différemment avec le recul ou... On a raté 3 candidatures, donc du coup, on est déjà, les erreurs ont été faites auparavant, j'étais pas là, donc je suis mal placé pour le dire. Mais ceux qui nous ont raconté les 4 aventures, dont une réussie, nous ont dit, ils ont appris de chaque... C'est comme le sport, on rate, on n'est pas en forme, on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais là, vous commencez une grande aventure, une grande campagne, vous contribuez à l'influence de l'Inde, parce que ceux qui votent la candidature, c'est les membres du CIO à la fin. Et du coup, ils vont voir quoi? Dans le dossier de candidature, ils vont voir est-ce qu'il y aura une célébration, est-ce qu'il y aura un héritage immatériel, est-ce qu'il y aura un héritage matériel, est-ce qu'il y aura un engagement des citoyens, des corps intermédiaires, des politiques, et aussi de tout ce qui fait vivre les lieux et du patrimoine, parce que quand même, je dis pas que d'autres pays n'ont pas un beau patrimoine, mais en Inde, faut le dire, on peut dire que c'est quelque chose. Paris, Rome, Inde, ouais, ok, là on peut discuter, on peut se mettre à table. Je dirais pas d'autres villes, bon, je citerai pas d'autres villes, puisqu'il y en a d'autres qui sont candidats, c'est plus compliqué à aménager, etc. Vous voyez, Los Angeles, j'aime pas, moi, particulièrement Los Angeles, des grandes routes, c'est carré, c'est perpendiculaire, parallèle, mais ce qu'ils ont de plus, eux, c'est le show. Ça, c'est plus que nous. Donc, ils arriveront par le show à faire des choses. Mais par contre, la ville de Los Angeles, je suis désolé pour les gars de Los Angeles, mais c'est pas une belle ville. Oui, donc il faut savoir identifier ses atouts et s'en servir. Exactement, ce qu'on n'a pas été peut-être en capacité de faire lors des précédentes candidatures, par exemple. Je comprends. Et pour continuer sur ces conseils un peu pratiques, est-ce que tu aurais une première action ou 2 premières actions concrètes à lancer dès maintenant pour crédibiliser la candidature de l'Inde? Tu as déjà un peu répondu, mais... C'est lancer une participation citoyenne pour avoir les suggestions qui font pas foi, ça ne veut pas dire que ça va être appliqué. Nous, on a fait une participation citoyenne de tous les corps intermédiaires, c'est-à-dire les citoyens, les associations, les syndicats, les hommes et les femmes politiques, les associations, les ONG, les corps économiques, diplomatiques, etc., pour voir s'ils avaient des idées. Donc d'avoir une plateforme de participation citoyenne et après de créer des commissions qui vont permettre d'affiner en fonction du lieu ou des lieux où il va avoir les épreuves. Donc ça va permettre d'affiner, de travailler, et 3, d'aller vers le bas. Parce que nous, on a mobilisé, les associations mobilisées, il y avait des campagnes, il y avait un storytelling, bien aidé par les médias de chez nous, privés ou publics, la presse, les réseaux sociaux, qui ont permis à ce que, avec des mots d'ordre, nous c'était ça, là, le triangle, là, la tour Eiffel, et tout le monde avait la petite tour Eiffel, c'était candidature, on n'était même pas encore gagnant, mais on avait une image de marque, une vision, on a échoué à plusieurs reprises, cette fois-ci il fallait montrer l'unité, c'est-à-dire que, comme vous dites, on avait un président de gauche, on avait des lieux où c'était pas forcément la même couleur politique. On avait le mouvement sportif, on avait le mouvement associatif, on avait les ONG, on avait les communes où ça allait se passer. Tout le monde, il y avait des belles images. On faisait la fête avant la fête. On ne savait même pas si on allait avoir les lieux, ça le pire. Mais on a montré la dynamique aux yeux du CIO. C'est-à-dire que toutes ces images produites, on a montré aussi l'autre France. On a fait des constats. La sédentarité, c'est-à-dire la sédentarité, c'est les gens qui font pas de sport. S'il y a les jeux, on va pouvoir faire ça. Les nombres d'engagés en service civique, on a des ambitions élevées. On va passer de ça à ça. On va créer un fonds de dotation qui va permettre de financer le sport grâce au privé.
Donc, vous inquiétez pas, collectivité, mouvement sportif ou association, on aura un fonds de dotation de 50 millions sur 5 ans qui va vous permettre d'avoir des projets financés, mais ça n'enlève pas au budget de l'État. Donc, des choses comme ça. On va vous créer des nouvelles infrastructures ou rénover les infrastructures. On a le budget qui va en cours. Le gouvernement a signé, le président a signé, les forces territoriales ont signé, la garantie, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Donc il y avait plein d'actes comme ça qui ont permis avant l'heure, par exemple, je vous donne un petit exemple, parce que l'école c'est super important. On a fait la semaine olympique et paralympique. Avant même qu'on sache qu'on allait avoir les Jeux olympiques de Paris 2024. Donc c'est Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation, qui a lancé ça, grâce à Marie Barsac, qui est devenue ministre des Sports et des Jeux Olympiques et de la vie associative, qui était ma directrice exécutive d'Impact et Héritage. Donc elle a lancé ça en 2016 avec Thierry, qui est un ancien champion olympique de judo. Donc ils ont mis en place ça en 2016 pour montrer que c'était possible. Ça n'existait pas, la semaine olympique et paralympique. Donc une semaine dans l'année, dans toutes les écoles de France et d'outre-mer, où on fait du sport à l'école. Et on fait venir des clubs sportifs. Donc on s'était déjà engagé, avant même d'avoir quelque chose, un début de candidature, on a déjà fait des choses avant. Donc vous voyez comment on a montré, on a donné à voir que c'était possible. Et alors qu'avant, non, on n'a pas fait. Mais tout est parti alors du comité. Tout est parti de la candidature. En fait, il y a eu la candidature avant, donc c'est une campagne. La candidature, c'est ce que vous faites. Il y a une candidature, une campagne. Qui la porte? Et après, quand on a été accepté, parce qu'il faut qu'il y ait un oui à la candidature, parce qu'il y a d'autres gens qui vont candidater aux mêmes dates que vous. Et du coup, quand ça s'est passé ça, dès qu'on a eu la candidature, on a créé le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et c'est le comité d'organisation qui porte tout. Mais du coup, si je reviens pendant la campagne, quand il n'y avait pas encore la création du comité, qui portait c'était informel? C'était un comité de candidature. D'accord. Donc qui était créé, et d'anciens de Paris 24 en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des gens de Paris 24 qui se sont retrouvés après directeur, président du truc. Ils ont créé un comité de candidature. C'est une structuration juridique dans tout comité. Et il y avait une 50aine de personnes. La plupart ont fini directeur ou ont eu d'autres fonctions après. Et c'est eux qui ont été le moteur de ça. Ils tenaient dans une pièce comme ça. Ouais. C'était vraiment des gens qui venaient d'un peu partout, du marketing, de la com, du mouvement sportif, associatif et autres, qui se sont réunis, qui se sont dit vas-y, on donne un peu de notre temps pour faire une candidature. Et ces gens-là, ils ont réussi. Ils ont fait grossir à plus de 4400 salariés en propre et plus de 100 000 personnes qui ont travaillé de près ou de loin pour les Jeux Olympiques. Avec le soutien du gouvernement dès le départ, j'imagine. Avec le soutien du gouvernement, et du mouvement sportif et des collectivités qui ont été partie prenante. Et tout ça, il fallait aussi faire face au scepticisme ambiant qu'on a quand même connu en France jusqu'au démarrage des JO. C'est typiquement français. Peut-être pas indien, je ne sais pas, je ne connais pas la société indienne, mais c'est typiquement français. Le scepticisme était dès le début. Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse en Inde. C'est plutôt optimiste, parfois trop. Bah nous, dès le début, déjà on a échoué 3 fois. Et celle qui nous est restée en travers de la gauche, c'est 2008. Donc ça... Et personne n'y croyait, quoi. C'est-à-dire que personne ne croyait qu'on allait faire Paris 24. Donc, et après, pendant tout le laps de temps, on va dire, il y a eu une petite euphorie en campagne, quand on a eu la campagne, quand on était en comité, ceci, cela. Et puis il y a eu le Covid. Et après le Covid, ça a été la dépression. Mais après, c'est tout comité d'organisation, c'est ça. 2 ans avant les Jeux, c'est la dépression. Toi, tu y croyais? Moi, j'y croyais. Parce que moi, je suis quelqu'un de nature optimiste. Donc, ça fait que moi, j'ai pas de... Et en fait, si tu es au comité d'organisation, c'est que tu y crois. Parce que moi, je suis arrivé, il y avait même pas 100 personnes. Donc, ça fait que on travaillait et on nous avait déjà préparé. Ce qui est bien, c'est que les autres comités d'organisation venaient nous voir,
on avait des masterclass et ils nous disaient comment ça allait arriver et ils n'ont pas eu tort. On a eu l'inflation, la guerre en Ukraine, le Covid, on a eu une dissolution un mois avant on a eu d'autres trucs qui se sont passés mais qui sont passés sous les radars, mais on a eu beaucoup de choses. Et pareil pour Londres, ils nous avaient expliqué, ils ont eu les subprimes, ils ont eu plein de choses qui leur arrivaient et ils ont fait des beaux jeux. Donc pareil pour Rio, ils ont eu un certain nombre de choses. Tous les jeux ont connu, et ça vous allez l'apprendre hein, si vous êtes sélectionné. Vous allez avoir des choses très importantes qui vont arriver. C'est long, hein. Moi je vous dis 2018-2024, c'est long. Il peut se passer plein de choses, des guerres, des épidémies, ce que vous voulez. Et il faudra tenir. Et nous, on a été préparés comme des sportifs à ce qui allait nous arriver. Bon, nous, on était optimistes. Et en fait, un autre conseil que je peux vous donner, c'est avoir la vision. En fait, c'est la vision qui permet c'est un projet qui vous permet de tenir. Si vous n'avez pas de projet, ça explose. Mais si vous avez une vision concrète de ce que vous allez faire, moi, c'était faire rayonner la Seine-Saint-Denis, égoïstement. C'est moi donner une bonne image, changer de regard sur mon département qui est considéré comme l'un des départements les plus pauvres, les plus criminogènes, délictuels, etc. en département superstar. Je dis pas que je m'en foutais de Paris ou de Marseille, mais moi j'habite la Seine-Saint-Denis, je voulais qu'on change le regard sur mon département. Et là, c'était montrer à des touristes qui allaient venir, des gens qui allaient s'entraîner dans nos installations sportives, que c'est possible la Seine-Saint-Denis de venir tranquille, de manger un kebab, D'aller au 129, d'aller dans différents lieux, la basilique de Saint-Denis, etc. Et ça a marché. On a eu le programme des volontaires où il y a eu 300 000 candidatures, on en a retenu 45 000. C'était une réussite. On a eu aussi les volontaires des collectivités, c'est-à-dire les collectivités ont pris des volontaires, donc ça fait plus que 45 000 en fait qu'il y a eu. Mais tout ça, c'est de la mobilisation et de l'optimisme, parce qu'en fait, si on avait une vision erronée, la célébration, l'héritage et l'engagement, bah voilà, Los Angeles, ils ont une autre vision, mais ça donne envie. C'est-à-dire pour ceux qui sont du comité d'organisation, c'est le show, c'est le divertissement, c'est Snoop Dogg, c'est Lady Gaga, c'est Billie Eilish, c'est n'importe qui, mais ils ont des choses qui font rêver. Et en fait, si vous n'avez pas de rêve, c'était le rêve français, même si en gros après ça s'est terminé, on va dire, mais si vous n'avez pas ce rêve-là, cette vision que vous transmettez à vos équipes et à vos citoyens, même en période dure, c'est-à-dire ceux qui vont y croire le plus, c'est le comité d'organisation qui se disent on est en train de livrer mais vous ne voyez pas tout ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est un travail minutieux, c'est une horloge. Le comité d'organisation, on a le timing à respecter à la fin. Donc on sait ce qu'on fait, mais vous ne savez pas, le grand public ne sait pas ce qu'on fait pendant ce temps-là, pendant nos journées, nos nuits, etc. Pour que ça réussisse et pour pas que notre pays se foute la honte devant l'humanité. C'est ça. Ouais, c'est clair. Il y aura des incidents, il y aura des accros pendant les jeux, mais quand il y a la cérémonie d'ouverture où il pleut au lieu qu'il fasse beau, c'est unique ce qui s'est passé. Donc, ok, il a plu, ok, il y a certains trucs qui n'ont pas pu être faits, mais ça s'est vu pas trop. On a polémiqué sur nos tableaux, notre vision. Mais notre vision, on l'a assumée, on savait que cette vision, elle était la même. En Inde, ça va être autre chose. Mais dès que la cérémonie d'ouverture ouvre, j'ai même pas vu le temps passer, c'était déjà à la fin des Jeux paralympiques. Ouais. J'ai rien compris. Mais on est dans un tunnel d'émotions, de choses, parce qu'en fait, tout ce qu'on a préparé pendant tout ce temps, que moi c'était en 2018, il y en a, ils sont arrivés en 2024, mais tout ce qu'ils ont vécu, bah, ça concourait à l'optimisme. Après, peut-être qu'il y a des gens qui étaient, ils doutaient. Mais moi, sur ma partie à moi, l'engagement, je voyais qu'on a bien travaillé en synergie, mais on était beaucoup aussi. Donc ça aussi, c'est un élément à Ça avoir. marche.
Et puis des gens qui connaissent vraiment leur métier et qui habitaient vraiment dans les lieux. Et même s'il y avait des gens en recrutement extérieur, c'est des spécialistes, ils ont fait d'autres jeux, donc ils savent un peu comment ça s'organise. Donc on était quand même confort, on va dire. On savait que ça allait pas être, il y aura pas eu de dérapage. On savait que c'était cadré. Ils sont venus chercher un mec comme moi, qui vient de la Seine-Saint-Denis profonde, et qui était caché, et d'autres pareil, des talents cachés. Il y en avait eu 4500, et on a juste répondu au cahier des charges, et à la grande attente qui était 100 ans après les Jeux de Paris, il fallait réussir. Donc on a réussi, et on voit qu'on est repris comme tous les modèles de jeux, que ce soit en durabilité, en culture, en impact et en héritage. La récompense, on voit qu'il y a une ministre qui était la directrice de l'impact et de l'héritage des jeux, qui est ministre. Donc c'est incroyable. Ouais. Bravo. Bravo à elle, parce que elle avait cette vision-là de l'héritage et de l'impact. Et qu'elle finisse au gouvernement, elle n'est pas encartée, hein. C'est une citoyenne. Oui, c'est un vrai signe de réussite. C'est un vrai signe de réussite. Concret, voilà. Et vous avez beaucoup de gens, des jeux, qui sont dans des grandes institutions françaises, dans des grandes entreprises françaises, et qui permettent au rayonnement encore, ils prolongent l'effet jeu partout où ils sont. On est l'héritage aussi immatériel, tous ceux qui ont bossé pour les jeux, on est l'héritage matériel des jeux. On est l'armée bleue, quoi. C'est important la tenue aussi, les tenues. Bleu pour nous, vert pour les volontaires, noir pour les arbitres. Ça a tout tué les uniformes. C'est vrai, un bon tip c'est ça pour l'Inde. Est-ce que vous avez peut-être des questions complémentaires? Faut juste attendre là. On va attendre, mais du coup j'en profite. C'est fini J'ai pas repris toutes les questions parce que c'était très... Parce qu'on a eu une conversation fluide, mais... Si, moi j'ai une question, parce que c'est plus suite à notre échange téléphonique. Ouais. Tu avais parlé de ce fonds de dotation et de comment l'argent redescendait à différentes échelles, donc régionales, nationales, et puis vraiment au niveau des collectivités. Donc, quels ont été un peu les challenges là-dessus? C'est-à-dire, il fallait avoir fallait faire des deals quand c'est une grosse collectivité comme Paris, tu n'allais pas non plus. Il fallait tenir tête à peut-être la maire Anne Hidalgo. Et au contrario, toi, tu voulais plus aider les petites associations dans le 9-3 pour motiver la jeunesse. Du coup, c'est vraiment quel a été le challenge quand il fallait faire redescendre un peu cet argent pour que tout le monde en profite? Déjà, on s'est posé la question de comment créer un fonds de dotation qui s'appelle Appel 2024. Vous allez voir, il y a toujours un mot 2024. Donc déjà, on s'est posé le modèle de fondation ou fonds de dotation qu'on allait avoir. On savait qu'on allait avoir 50 millions d'euros. Donc ça, c'était déjà une promesse de campagne. Donc c'était une promesse de campagne qu'on était obligé de réaliser. Si on n'avait pas fait ça, peut-être ça serait terminé autrement. Deuxièmement, il fallait savoir à qui on donne. C'est quoi le critère? Nous, c'était sport à impact social, environnemental, culturel ou autre. Donc il fallait savoir, est-ce qu'on donnait qu'aux mouvements sportifs, qu'aux collectivités, qu'aux associations d'intérêt général? Ce qu'on a fait, on a fait 3 axes. Et du coup, 1, c'est pour le mouvement sportif. 2, pour les collectivités hautes, surtout, c'est-à-dire Paris, Seine-Saint-Denis, Marseille et d'autres collectivités. Et 3, les assos d'intérêt général. Donc on avait 3 clientèles. Mais comment être impartial dans ce monde-là, parce que c'est compliqué? On faisait en symbiose avec l'État et ses collectivités. C'est-à-dire qu'on avait l'Agence nationale du sport qui chapeaute tout et les territoires. Et du coup, on avait aussi des conférences par région. Donc on avait comment on appelle ça, des commissions par région qui sélectionnaient des projets avec des critères très français. Est-ce que tu as un bon dossier? Est-ce que c'est robuste budgétairement? Est-ce que tu existais déjà? Et aucune nouvelle action. Il fallait que ce soit une action qui s'imbrique dans d'autres actions. Et il fallait aussi être en consortium d'acteurs avec des associations non sportives. C'est-à-dire que, par exemple, le club d'Épinay-sur-Seine, il fallait qu'il aille voir une association
d'éducation. C'est-à-dire qu'on sait que grâce au sport, tu réussis à l'école. Donc il fallait faire les deux. Et tu pouvais aussi travailler avec le service jeunesse de la mairie. Donc tu as la mairie d'Épinay, le club de sport en question et l'association. Donc tu as la triangulation. Donc ça fait un projet local. On avait mis ça à hauteur entre 10 000 et 30 000 euros. Après, si tu élèves un peu le niveau, au niveau régional, bah, du coup, il fallait avoir au moins 2 à 3 départements. Donc ça veut dire qu'il fallait que tu travailles avec des ligues de volley, de boxe, machin, et que tu ailles chercher des acteurs associatifs. Ils accueillent des personnes en situation de handicap, des femmes qui sont victimes de violences, ou qui ont le cancer, ou des hommes et des femmes qui ont le cancer, ou des gens qui sont des mineurs isolés, qui sont pupilles de la nation, qui sont orphelins. Tu fais un projet sportif ensemble et ça donne un financement entre 30 000 et 100 000 euros. Et après, tu avais des projets nationaux. Il fallait être sur plusieurs régions en même temps. Et du coup, là, c'est niveau soit plusieurs ligues de sport avec des différents acteurs au niveau régional. Et là, c'était plus de 100 000 euros qu'on donnait. Donc, on avait des critères établis. Et après, on donnait en fonction de s'ils étaient vraiment à impact, s'ils répondaient vraiment à des critères financiers, s'ils n'étaient pas opportunistes. Et c'est comme ça qu'on crée. Mais tout ça, c'est en amont. On s'est appuyé sur comment on finance l'État et ses collectivités financent les projets. On a repris le même schéma et on a mis quelques règles nouvelles d'impliquer le mouvement sportif et les autres. Et on les a mis dans les organes, donc ça évite que, par exemple, moi qui aime la Seine-Saint-Denis, soit en conflit d'intérêts. C'est ça que le trafic d'influence, l'éthique. Donc ça veut dire que moi, par exemple, j'étais pas partie prenante des décisions, on va dire ça comme ça. Je poussais les assos à aller dans la plateforme, il y avait une plateforme dédiée, ils devaient répondre. Et voilà, je leur disais comment on peut faire pour répondre aux appels à projets. On appelle ça appel à projet, peut-être dans d'autres pays c'est autre chose. Ils répondaient, ils avaient des critères, bam, ils répondaient, il y avait un délai imparti. Et après, c'est des organes indépendants qui choisissent sur des critères objectifs des projets. Et du coup, on a eu plus de 2000 projets. Et après, dans ces projets, il y avait plein de structures, donc on a touché toute la France. Voilà comment on a fait. Je crois qu'il y a des questions verticales. Ah, il faut. C'est ça les questions verticales? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de les avoir posées, mais d'une autre manière. Ouais. It's for us, like the 20 people. Yeah, the last one. The last one, it's for us 20 people. Ah, so. Ok. Peut-être. Attends, juste, j'ai pas compris cette histoire de question verticale. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas Je ça. retrouve. Bon, je pose En fait, quand la même première, cette question elle est dans les questions verticales. Ok, la 10. La 11, on peut la poser. La 10, je l'ai déjà posée d'une autre manière. Je l'ai déjà posée. On va